Comment se passe la photosynthèse? Ça se passe d'abord dans les gros paquets de protéines, de molécules comme ça, ce qu'on appelle le photosystème. Comment ça se passe? Ces photosystèmes, là, ces protéines, ces paquets de protéines, c'est rentré dans le thylakoïde, c'est une double membrane lipidique. Et puis, il y a ces protéines qui sont dans les membranes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la première étape, c'est celle de Albert-Szent-Györgyi, c'est que on a deux molécules d'eau, de l'énergie, ça va faire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et l'hydrogène, c'est proton plus électron. Donc là, on va le retrouver ici. Pour être précis, il aurait fallu mettre 2 électrons qui sortent de ça. Voilà, donc ça se passe vraiment dans cette zone-là. Et en fait, les électrons qui sont captés par ce photosystème 2, alors ça s'appelle photosystème 2 parce que ça a été découvert 10 ans avant le photosystème 1, mais c'est le premier qui rentre en jeu dans la photosynthèse. Je vous ai mis en bleu, c'est quand on n'a pas beaucoup d'énergie, en rouge, c'est quand il y en a beaucoup. Donc les électrons qui rentrent ici sont à basse énergie, ils sont excités par la lumière du soleil, ça les met en haute énergie, et après, il y a un transfert d'électrons progressif, et un transfert d'électrons, donc ils vont perdre de l'énergie progressivement, et cette énergie, elle est utilisée à prendre des protons de l'extérieur et à les descendre à l'intérieur. Les protons qui sont dans le milieu extérieur. Ils sont dans l'eau, oui, de toute façon, dans une cellule, en nombre de molécules, c'est 99% d'eau. Hein. Donc il y a des protons dedans parce qu'il y a un pH. Et donc on va augmenter le gradient en protons, on va concentrer les protons, on est en train de créer un gradient de protons qui est un gradient électrique en fait. On est en train de concentrer les protons à l'intérieur et de les vider de l'extérieur. Donc ces électrons qui arrivent en bout de chaîne, ils auraient dû aller jusque-là. Là, ils sont repris par le photosystème 1, qui va remonter en énergie par l'énergie lumineuse. Et puis ces électrons-là, ils vont redescendre en énergie pour recharger du NADP+, en NADPH. La réaction vraiment, c'est NADP++, H+, plus 2E-, ça fait du NADPH. Donc on voit que dans cette molécule de NADPH, on a à la fois de l'énergie de 2 électrons et un proton qui vont être disponibles. Et puis du coup, on a concentré les protons ici, parce qu'on en sort de l'eau d'ici, on en rentre par ici et on enlève ici et ici, donc on a un gradient de protons, en gros on est à pH 6 ici, pH 8 dehors, et puis là on a une grosse protéine qui est l'ATP synthase, qui va utiliser ce gradient de protons pour recharger l'ADP, lui accrocher une molécule de phosphate inorganique et remettre de l'énergie dans la liaison, donc faire de l'ATP. Donc on retrouve l'ATP et le NADPH de l'énergie, c'est la phase lumineuse. Donc en gros, on est sur quoi? On est sur de l'énergie électrique, des protons, des électrons, des gradients électriques, et puis on utilise cette énergie électrique pour faire de l'énergie chimique, grâce à cette ATP synthase et puis NADP+ réductase, donc des enzymes qui vont faire ça. Voilà, donc on a notre énergie. Au total, on récupère pour 12 H2O, il y a 12 NADP+, 18 ADP, 18 PI, ça va de l'énergie, ça nous fait l'oxygène qui sort, et les 12 NADPH, c'est 18 ATP. On rentre de l'eau, peu d'énergie chimique, de l'énergie lumineuse, on sort de l'oxygène, et beaucoup d'énergie chimique. On transforme de l'énergie lumineuse en énergie électrique. C'est l'effet photoélectrique. La photosynthèse, c'est un processus électrique avant tout qui transforme de l'énergie lumineuse en énergie électrique et puis cette énergie électrique en énergie chimique. Il y a des énormes différences de potentiel en fait. Alors en pH, c'est 6 à 8, donc c'est un rapport de sens. Au niveau potentiel redox, au niveau électronique, c'est des très très fortes différences. Le chloroplasme globalement fonctionne de toute façon à niveau très bas. Moins 600 millivolts, donc très réduit. Mais ça, c'est la moyenne. En fait, si ça marche, c'est parce qu'il y a des grosses différences entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Donc si on rentre encore plus dans le détail, ce qui se passe dans ce photosystème 2, là, cette réaction de l'eau là, qui va nous faire de l'hydrogène, des protons et des électrons. Alors il faudra mettre 2 O pour avoir un O2, il faudra mettre 2 électrons pour chaque fois qu'on a cette réaction. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ce pigment là, dans la chlorophylle, le P680 qui est oxydé, qui est une molécule qui est très oxydante, qui est très avide d'électrons. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va voler des électrons à l'eau. Et du coup, elle va dissocier l'eau, ça va faire de l'oxygène, des protons, et les électrons sont piqués par le P680+, le P680 oxydé. Donc ça veut dire quoi? Je suis en train de vous dire que la première phase de la photosynthèse, qui est la réduction primaire, d'où vient toute l'énergie
des systèmes dont on parle, des systèmes vivants, sol, plantes, micro-organismes, animaux, elle vient d'une oxydation de l'eau, d'une oxydation de l'hydrogène de l'eau. L'hydrogène de l'eau se fait piquer ces électrons par ce phytochrome 680 plus oxydé. Donc du coup, en piquant l'électron, il devient réduit, mais il est à bas niveau d'énergie. Et là, la photosynthèse, la lumière va... Donc en gros, on a cette première réaction. La photosynthèse va amener... Enfin, la lumière va amener de l'énergie qui est prise par la photosynthèse, ça va exciter ces électrons sur le pigment, le 680, qui va devenir P680 étoile, c'est des électrons de haute énergie excités. C'est cette énergie dans les électrons qui va être récupérée derrière pour descendre le long de cette chaîne de transport d'électrons avec les plastoquinones, les cytochromes et les plastocyanines, donc différentes enzymes. Et puis du coup, quand ils perdent les électrons, le P680 excité, il redevient P680 plus oxydé. Ça fait une boucle, ça va prendre des électrons, les exciter, les donner à côté dans la chaîne d'électrons, et on récupère comme ça l'énergie. Donc le bilan de tous ces trucs-là, c'est qu'on arrive, on supprime les 680+, on supprime les 680, on supprime les électrons là, on supprime les 680. Tout ça, ça tourne en boucle. Et il nous reste bien 2H2O plus H moins 4 électrons, donne 4H plus O2. Les H plus électrons, ça fait de l'hydrogène. Donc on retrouve bien l'équation d'Albert Szent-Györgyi de 1937. Ce qui est fondamental dans la photosynthèse, c'est pas le carbone. Le carbone, c'est un support pour accrocher l'énergie. Ce qui est fondamental, c'est qu'on vire de l'oxygène qui est faible en énergie, qui est le comburant, et on accumule de l'hydrogène qui est le carburant. Voilà, donc on a l'équation. Donc voilà, la réduction primaire sur laquelle toute la vie sur Terre fonctionne, ça commence par une oxydation. Donc le deuxième cycle, on va avoir donc cette énergie qu'on a accumulée sous forme d'ATP et de NADPH qui va rentrer dans le cycle de Calvin. Donc en gros, pour la faire simple, on a un premier stade, on fixe du carbone, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 molécules avec 5 carbones, c'est le RUBP, la ribulose 1,5 biphosphate. Donc on a 3 molécules à 5 carbones, on rajoute 3 molécules avec 1 carbone et on sort 6 molécules avec 3 carbones. Et puis derrière, ces 6 molécules avec 5 carbones, avec 3 carbones par contre, il y a une phase de réduction. C'est là où on utilise l'ADP et le NADPH pour réduire. Donc en fait, là on avait 3 carbones, 4 hydrogènes et 4 oxygènes. On passe à 3 carbones, 3 oxygènes. Donc on voit bien qu'on a perdu un oxygène. Et 5 hydrogènes, on a gagné un hydrogène. Donc on a bien une phase de réduction qui demande de l'énergie, c'est là où on consomme l'ATP et le NADP. Et puis ça nous fait donc 6 molécules de G3P. Ces 6 molécules de G3P, il y en a une qui va aller, 2 fois une qui vont aller faire du glucose. Et puis il y en a 5 qui re-rentrent dans le cycle. Et ces 5 molécules de G3P, on utilise de l'ATP qu'on transforme en ADP pour remettre de l'énergie, pour les retransformer en molécules du départ. Donc on a 5 molécules qui tournent et il y en a une 6e qui sort. Et on utilise ça pour faire du glucose. Voilà. Donc on est bien sur ces processus-là. Donc là, c'est une oxydation, c'est la Rubisco qui fait ça. La Rubisco, c'est la ribulose 1,5 biphosphate, carboxylase, oxydase. C'est bien une enzyme qui oxyde. Au passage, la Rubisco, c'est à peu près 40% des enzymes dans une plante. Et ça doit être l'enzyme la plus fréquente sur la Terre. Voilà, donc on va stocker. Puis la respiration, c'est exactement l'inverse, c'est sous une autre forme le cycle, mais là on avait des gradients de protons à l'intérieur, peu de protons à l'extérieur, un cycle où on sortait un truc à 3 carbones, puis on faisait du sucre. Et là on prend du sucre, on commence par le casser pour faire une molécule à 3 carbones, et puis là on récupère déjà de l'énergie. Ça c'est la première phase, c'est la glycolyse, ça se fait pas dans la mitochondrie. Et puis après on a les membranes de la mitochondrie, et on a une première phase pré-cycle de Krebs où on transforme un peu le pyruvate en acétyl-CoA. On sort de l'énergie là un peu et du CO2, et puis on rentre dans le cycle de l'acide citrique, le cycle de Krebs vraiment. Ça va être exactement la même chose, c'est des boucles, des carbones qui tournent, des boucles, et on récupère l'énergie au passage. C'est l'inverse, c'est pas tout à fait les mêmes molécules, mais c'est les mêmes principes, des carbones à 6, à 5, à 3.
et on joue là-dessus. Après, il y a entre les plantes C3, C4, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les principes, c'est ça. Et puis après, on a ce cycle de Krebs qui fournit de l'énergie. On fait des gradients de protons dans l'autre sens. Donc les protons à l'extérieur, les peu de protons à l'intérieur. Et là, l'ATP synthase, elle est dans l'autre sens, elle fonctionne dans l'autre sens. On a des gradients, des protons qui rentrent dans la mitochondrie pour récupérer l'énergie, faire de l'ATP. On est sur deux cycles exactement inverses. Il y en a un, on accumule de l'énergie, et l'autre, on utilise l'énergie pour faire quelque chose. Et c'est de là que sort toute l'énergie utilisée pour le métabolisme et la croissance des plantes. Donc on va concentrer de l'énergie après, donc le glucose, ça va permettre de faire des protéines. On utilise l'énergie pour faire des protéines, pour faire des lipides, on concentre l'énergie à chaque fois. Tous les métabolites secondaires, et puis ça sert aussi, cette énergie, à maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, et en particulier l'équilibre pH entre les différentes parties de la plante, entre les différentes parties de la cellule. Pour réguler le pH, on fait tourner des pompes à protons qui consomment de l'ATP. Globalement, à chaque fois qu'on doit réguler du pH, on va s'oxyder, parce qu'on va dépenser de l'énergie. Donc après, c'est simple, il suffit de prendre les cycles. Donc on est dans le cycle de l'acide citrique, et on compte où sont les carbones, si c'est des réductions, où est-ce qu'il y a de l'eau qui rentre, enfin de l'oxygène qui rentre ou qui sort, où est-ce qu'il y a du gaz carbonique qui rentre et qui sort. On regarde l'eau, on regarde où est-ce qu'on gagne de l'énergie, où est-ce qu'on l'accumule, où est-ce qu'on la perd. Et puis voilà, il y a des différentes molécules, et puis après on prend le cycle complet, et puis après on prend le cycle, voilà, c'est simple, c'est pas dur. Les Shadocks sont toujours là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On aurait pu se dire qu'on pouvait faire un peu plus simple que ça. Là, c'est la physique quantique qui vient nous aider, en fait. Dans les réactions chimiques, dans la version physique classique, on conserve la charge, la masse et l'énergie. La physique quantique, elle nous rajoute, on conserve le spin. Donc, c'est des niveaux de rotation d'électrons dans les atomes, on va dire. Et l'oxygène, c'est la seule molécule dans ce qui est utilisé dans la vie, qui a un nombre pair d'électrons et un spin qui n'est pas nul. Donc à chaque fois qu'il y a une molécule d'oxygène qui rentre dans le système, on est obligé de récupérer ces niveaux de spin. Et en fait, les cycles, tous les cycles qu'on a, les sous-cycles là, ça permet de remettre des niveaux de spin dans le système. Et ça se fait à partir du fer et du manganèse, qui sont capables de transformer du spin de rotation en spin orbital. Enfin, c'est ces éléments de transition qui sont indispensables pour pouvoir faire toutes ces réactions. Si on n'a pas la physique quantique en tête, on ne comprend pas pourquoi. Le fer et le manganèse, et puis on pourrait mettre le cobalt, et enfin toute la série qui va avec, tous ces oligo-éléments dont on parle. Si on n'a pas de fer, pas de manganèse, on ne peut pas jouer avec l'oxygène. Regardez, toutes les molécules qui jouent avec l'oxygène, il y a du fer ou du manganèse dedans. La chlorophylle, l'hémoglobine, c'est indispensable pour pouvoir fonctionner. Voilà. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que les gens ils aiment bien les réponses simples, mais elles sont souvent fausses. Et donc voilà, là au moins je vous ai rien caché. Donc voilà, là c'était le supplément gratuit parce que vous l'avez demandé. On va reprendre le truc. Donc globalement, la photosynthèse c'est quoi? C'est de l'énergie lumineuse qui est transformée en énergie électrique, des protons, des électrons. Il y a de l'eau qui rentre, de l'oxygène qui sort, et surtout il y a de l'énergie qui est concentrée en énergie chimique, sous forme NADPH et ATP, qui va alimenter un cycle où ça tourne en boucle, qui concentre du carbone, et puis surtout qui accroche des hydrogènes sur les chaînes carbonées, et qui enlève des oxygènes autant que possible. Donc du coup, ce qui compte vraiment, c'est la charge de la batterie, c'est pas les compartiments de la batterie. Alors c'est sûr qu'il faut une batterie pour pouvoir la charger, mais si la batterie est vide, ça ne sert pas. Donc l'énergie, c'est l'hydrogène, c'est le carburant, l'oxygène, c'est le comburant. Il faut 2 hydrogènes pour un oxygène. Donc si on le fait vraiment très global, la plante, c'est une pile à hydrogène. C'est la seule production d'hydrogène vraiment vert, c'est là. C'est pas dans des éoliennes ou dans du photovoltaïque. Le seul hydrogène vert, il est là, et ça fait à la fois, je récupère l'énergie, je construis ma batterie pour le stocker, et je reconstruis de nouveaux panneaux solaires. Ça permet de construire de nouveaux panneaux solaires. Donc ça fait tout le système, ça amène de l'énergie pour faire le panneau solaire, la batterie, et pour charger la batterie. Alors comment ça charge? Une molécule de glucose, ça fait 38 ATP par molécule, avec de l'énergie qu'on peut récupérer. En gros, dans les glucides, en moyenne, il y a 4 kilocalories par gramme. Dans les acides gras, il y a 9 kilocalories par gramme. On voit que dans les lipides, on concentre beaucoup plus d'énergie par gramme de matériel.
L'acide palmitique, par exemple, voilà, on voit la molécule CH3, 14 fois CH2 et COOH. Pour simplifier vraiment, c'est un raccourci parce qu'il y aura aussi les cycles aromatiques qui vont jouer dedans, mais on compte les hydrogènes, on compte les oxygènes. Il faut 2 hydrogènes pour un oxygène. Si le ratio est supérieur à 1, on a de l'énergie. Si c'est en dessous, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Et donc quand on a une molécule comme ça, vous voyez, il y a 28, il y a 32 hydrogènes pour 2 oxygènes. On sait qu'on va avoir de l'énergie. Et en fait, il y a 106 ATP par molécule. Donc c'est du concentré d'énergie. Le triacantanol, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des agriculteurs commencent à en parler. C'est une molécule qu'il y a dans la luzerne. Il y a des agriculteurs qui fauchent la luzerne, qui la passent à la tondeuse à gazon, qui la passent au Karcher, qui récupèrent le jus et qui pulvérisent ça sur les plantes en traitement préventif pour soigner, enfin pour donner de l'énergie. Triacantanol, c'est 30H62O. On a de l'énergie, on est en train d'amener de l'énergie aux plantes qu'on pulvérise. Donc en fait, c'est des roues redox entre électrons, protons, ça tourne, ça c'est l'échange de l'énergie, c'est des transferts d'énergie par étapes. À chaque fois, on transfère une petite quantité d'énergie pour ne pas se faire sauter la gueule à coups d'hydrogène, parce qu'il y a des fusées qui explosent quand même. Et puis, pour faire ça, on a besoin, comme éléments vraiment indispensables qui sont connus, on a besoin d'azote et de phosphore pour faire le NADP, pour faire toutes ces protéines, toutes ces enzymes qu'il y a pour la photosynthèse. On a besoin de magnésium qui est dans la chlorophylle. Et puis on a besoin de fer et de manganèse qui sont des éléments indispensables soit pour fabriquer, comme coenzyme pour fabriquer la chlorophylle, soit pour la première étape de dissociation de l'eau, ça va jouer avec le manganèse. Ces 5-là, ils sont indispensables pour la photosynthèse. Ceux-là en particulier, ils bloquent très vite dans les sols dès qu'ils sont un peu oxydés. Le fer en premier, le manganèse derrière, le magnésium. Donc on peut rapidement se retrouver carencé en fer et en manganèse et en magnésium. Si on est carencé, la photosynthèse ne marche plus et on arrête l'alimentation électrique, on ne recharge plus la batterie, quoi. Donc tout le système va vite tomber en rade. C'est des roues redox, on retrouve le NADP+, NADPH, donc la forme réduite va céder ses électrons, elle va recharger le glutathion, c'est vraiment le cycle principal qu'on va retrouver dans les plantes et dans les cellules vivantes. Le glutathion réduit va se charger en hydrogène, va acquérir de l'énergie, qui va filer à la vitamine C oxydée, qui va se réduire, et la vitamine C réduite, elle va servir à contrer tous ces radicaux libres là, qui sont des oxydants très puissants, qui sont produits par le métabolisme en général, dans les mitochondries, dans les à peu près à chaque étape, et puis par tous les stress. Les stress sont oxydants. Quand on augmente ces stress, qu'on n'a plus la capacité à neutraliser ces molécules superoxydantes, elles attaquent les membranes, elles détruisent les cellules, donc voilà, on part en vrille. Et au niveau redox, on a ces niveaux d'énergie, c'est des millivolts. On voit que quand on est à des redox très basses, à ces niveaux-là, on a là autant de NADP réduite que oxydée. Et puis ça transfère les électrons avec des paliers, des niveaux d'énergie. On utilise quelques millivolts de différence de potentiel à chaque transfert. C'est par palier, quoi. Voilà. Et puis la respiration, elle va faire l'inverse. Elle va récupérer cette énergie en oxydant. Toute l'énergie, toute l'alimentation, toute la recharge NADP plus NADPH, ça se fait dans les chloroplastes, c'est la photosynthèse. Donc c'est vraiment la capacité antioxydante de base. Donc après, ça devient logique de tout regarder sur une croix redox. On va mettre les électrons et les protons. On a vu que c'est que des passages d'électrons et de protons avec de l'énergie à chaque niveau. Sur une croix redox, on met le pH en horizontal. On met le potentiel redox qu'on peut aussi transcrire en potentiel électronique. Ça simplifie les calculs. Et puis l'eau, elle est stable que dans une certaine limite. En dessous de ça, c'est que de l'hydrogène. Donc en fait, on a de l'eau super chargée en hydrogène. Plus on se rapproche d'ici, plus on a de l'eau chargée en hydrogène. Et au-dessus, c'est l'oxygène. On a une énergie à énergie constante, on se déplace sur des pentes comme ça, donc PE, c'est le PE plus pH qu'on utilise comme valeur. Et en gros, plus pH est élevé, plus il y a d'oxygène et moins il y a d'hydrogène dans notre cellule, dans notre milieu, dans tout ce qu'on veut. Plus il est bas, plus il y a d'hydrogène. Alors la neutralité électrique, comme il faut 2 hydrogènes pour un oxygène, elle n'est pas au milieu entre les deux, là elle est aux 2/3. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'oxydation en biologie, c'est la distance par rapport à cette pente moyenne-là. Enfin, à cette pente moyenne-là. Donc, ça se lie en PE plus pH. Ça, c'est en biologie. En chimie, l'oxydation, ça se lie en verticale. Donc, il y a une confusion souvent là-dessus, mais en biologie, c'est celle-là qui compte.
La photosynthèse, elle nous amène là. C'est des protons, des électrons, c'est de l'hydrogène. On accroche de l'hydrogène. Donc on recharge la batterie par là. Pour réguler le pH, on fait tourner des pompes à protons qui consomment de l'ATP, donc on oxyde. Et on le voit, nous, sur les variétés de riz, on a des variétés qui contrôlent bien le pH et qui, du coup, s'oxydent et qui vont prendre certains types de maladies. Et il y a des variétés qui laissent partir le pH, qui s'oxydent peu en potentiel redox, mais qui vont partir plutôt vers les virus, les bactéries. Donc c'est sur les capacités à réguler ça. Voilà, donc la plante, c'est vraiment une pile à hydrogène. Maintenant, la question, c'est qu'il faut rebrancher la planète, parce qu'on a coupé l'alimentation. Il va falloir vraiment rebrancher la planète, avec les arbres en particulier. Ce qu'on va voir, c'est que la nutrition et la santé, ça repose beaucoup sur des équilibres acido-basiques et oxydoréduction. Donc après les questions, ça devient logique de suivre où est-ce qu'on se situe sur cette croix redox. Est-ce qu'on est en oxydation, en réduction, à l'équilibre? Voilà, il faut pas non plus être en asphyxie complète. Un carburateur, il y a de l'essence et de l'oxygène. Je disais, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Si on ne fait pas le mélange comme il faut, ça ne carbure pas bien. Si on met que de l'oxygène, ça ne marche pas. Et si on met que de l'hydrogène, ça ne marche pas non plus. Globalement, l'apoplast, c'est-à-dire le milieu extérieur des cellules dans une plante qui est équilibré, on va être dans cette zone, ça varie en fonction de l'âge, globalement, ça va varier dans le temps, ça va varier en fonction du cycle. Entre les racines et les feuilles, c'est différent, voilà. Le xylème, c'est-à-dire où circule la sève brute, va dépendre plus du niveau du sol, mais tourne dans cette zone-là, un peu plus acide, un peu plus réduit. Et le phloème, où il y a la sève élaborée, le phloème est très alcalin et très réduit. En fait, pour pouvoir charger le phloème, donc la sève élaborée en sucre qui vient de la photosynthèse, c'est des pompes proton-sucrose. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie des protons pour transférer le sucre. Le phloème doit être plus alcalin que l'extérieur, sinon le transfert ne se fait pas bien. D'où une difficulté sur les sols très alcalins, parce que le phloème il ne peut pas monter non plus à pH 9. C'est pareil, les enzymes elles ne fonctionnent pas. Donc sur des sols très alcalins, on a du mal à charger le phloème. Les champignons, ils se développent dans cette zone-là pour les champignons nécrotrophes. Les biotrophes, ils sont dans cette zone-là. Les zoomycètes, tout ce qui va être les mildious, les pythium, et voilà, ça va être là. Les bactéries, en fonction d'où elles sont, si elles sont dans le xylème ou dans le phloème, elles vont plutôt... Alors celles du phloème, elles vont être là, celles du xylème, elles vont être là, les rares qui sont dans le milieu extracellulaire vont être plutôt par là, puis les virus vont être par là. Donc en gros, on a la carte où les différents grands types de pathogènes se développent. Les champignons dans le milieu extracellulaire oxydé, les bactéries, certains champignons dans le xylème oxydé, les virus et certaines bactéries dans le phloème oxydé. Puis les insectes, je les ai mis grossièrement comme ça, mais les piqueurs suceurs du phloème, ils vont être ici, les phytophages qui mangent tout, ils vont être en haut, les larves vont être plutôt par là, les adultes plutôt par là. Enfin, on retrouve des répartitions des différents types. Par exemple, à la Botrytis cyrenea, on sait qu'il se développe entre pH 5 et 6, redox 500-550 millivolts. S'il n'est pas dans ces conditions-là, il n'arrive pas à pousser. Par contre, une fois qu'il commence à se développer, il tire le milieu fortement vers là. Les micro-organismes ont cette capacité-là. Ils sont sensibles aux conditions pH redox, mais une fois qu'ils arrivent à se développer, ils tirent le milieu vers leur niveau d'équilibre, très fortement. Et d'ailleurs, les plantes utilisent cette capacité. Elles orientent le pH redox, elles envoient des sucres ou des nutriments différents pour sélectionner des types de microflores qui vont les aider. Ça leur coûte de l'énergie, mais elles font travailler une armée derrière, et ça décuple, comme les mycorhizes décuplent la capacité d'aller chercher du phosphore ou de l'eau, les bactéries décuplent la capacité d'aller digérer les aliments. Parce que ça soit une plante ou un animal ou un homme, c'est pas l'animal, la plante ou l'homme qui digère, c'est les micro-organismes. Après, c'est juste de l'absorption. Voilà. Donc en gros, les plantes malades, c'est des plantes qui manquent d'énergie, et les plantes saines, c'est des plantes qui ont plein d'énergie, sous forme d'hydrogène en particulier, de protons et d'électrons. D'où l'intérêt de lire ça en pH redox. La vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. On a un système électrique, on a des panneaux solaires qui captent de l'énergie, qui la transforment en énergie chimique, qui foutent ça dans une batterie, qui à la fois construisent la batterie, elles captent l'énergie, elles construisent la batterie, et elles construisent de nouveaux panneaux solaires. Le carbone stable, c'est les compartiments de la batterie. Le carbone labile, c'est l'activité biologique, c'est le niveau de charge. Le carbone total n'est pas forcément suffisant. Il faut un équilibre entre les deux. Si on a plus de carbone labile qu'on peut en mettre dans la batterie, il va falloir construire une plus grosse batterie. Si on n'a pas de batterie, on est obligé de tourner tout le temps très vite. C'est ce qu'on a souvent sur les sols sableux. On n'est pas sur de la séquestration de carbone. Pour que ça tourne, il faut faire un turnover très rapide parce qu'on a une petite batterie, donc il faut toujours la charger. Elle se décharge, on la recharge. Voilà, c'est un système électrique. Après, on regarde les niveaux de charge. Et puis notre puissance de production, c'est la tension au carré divisée par la résistance. Conductivité électrique des sols qu'on mesure, et puis la CEC y contribue, c'est
l'inverse de la résistivité. Donc on a un équivalent de résistance par unité de longueur. Donc notre système, c'est pas compliqué. Si on a une résistance trop forte ou que la batterie est faible, on n'allume pas grand-chose, ça va pas. Si on a une résistance faible, une tension forte, on produit beaucoup, mais on vide vite la batterie. Donc il faut recharger la batterie assez rapidement. Voilà, je ne sais pas si ça ne va pas passer. Voilà. Et puis on peut vider notre batterie. Ça, on peut le ramener, faire le comparatif entre des animaux et des plantes. C'est exactement la même chose. L'environnement extérieur pour les plantes, c'est le sol. L'environnement extérieur pour l'animal, c'est notre tube digestif ou le rumen. Enfin, c'est tout le système digestif qu'on a invaginé. C'est du milieu extérieur. En topologie, on a une entrée, une sortie, on est dehors. C'est exactement pareil. Après, les processus de digestion, de solubilisation, dans l'animal, c'est des mouvements de péristaltisme, on brasse avec les muscles, et puis c'est la flore du rumen ou la flore intestinale qui va digérer ça. Et puis pour les plantes, c'est la macrofaune qui brasse, c'est la microflore qui digère. Puis après, c'est des structures pour l'absorption, un tube digestif avec plein de villosités, on augmente les surfaces d'absorption au maximum. Et puis de l'autre côté, des racines, des chevelures racinaires, des mycorhizes qui étendent les surfaces d'absorption au maximum. Donc c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aliment pour l'animal, ça correspond au sol pour la plante. Pour avoir des animaux sains, il faut des plantes saines. La santé, ça vient de l'alimentation en premier.